Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Face à face. Le face-à-face d'André Berkoff avec François Asselineau, président fondateur de l'UPR, candidat à l'élection présidentielle de 2017. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors François Asselineau, je suis content parce que à ceux qui me disaient mais comment vous allez recevoir François Asselineau, comme on me dit vous allez recevoir tel ou tel ou tel, ils me disent mais alors oui vous le recevez, mais alors où est la contradiction? J'ai dit mais écoutez, vous allez peut-être comprendre, chères bonnes âmes qui ne savent même pas ce que c'est que la contradiction, parce que sinon vous ne m'auriez pas posé la question. C'est que la contradiction, dans une émission comme la nôtre, est de faire parler des personnes qui, pour des raisons diverses et variées, ont très peu, dans les grands médias, dans les médias dits officiels, ont très peu la parole. Et pourquoi ? Et nous, justement, on est pour la contradiction, c'est-à-dire qu'on est pour des gens qui ont un discours que peut-être d'autres n'aiment pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire si j'aime pas un discours? Ça veut dire que je ne dois pas le recevoir? Ça veut dire que je dois faire l'omerta et le silence? Non. Alors François Asselineau, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir, André Berkoff, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Et c'est un euphémisme, il n'y a pas beaucoup de journalistes dans les grands médias qui me reçoivent. Écoutez, en tout cas, nous sommes justement le 9 mai, journée de l'Europe, hein, bien sûr, instaurée par Valéry Giscard d'Estaing. Et je voudrais vous faire part quand même d'une nouvelle. Et notre président Emmanuel Macron vient de faire un tweet hier. Non, il l'a fait hier. Et il dit ceci, et je voudrais savoir si ça vous comble de joie ou pas. Il dit « En juillet, je me rendrai en Allemagne pour une visite d'État. Le président fédéral Steinmeier, que je remercie pour son invitation, fait ce grand honneur à la France. C'est l'expression de l'amitié et de la confiance entre nous et entre nos peuples. » Donc, tout va pour le mieux entre l'Allemagne et la France, si je comprends bien ce tweet. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que Macron veut absolument faire croire aux Français qu'il y a toujours ce couple franco-allemand dont j'ai expliqué depuis 16 ans dans des conférences qu'il n'a jamais vraiment existé, mais il existe moins que jamais. Le président de la République allemande, d'ailleurs je suis persuadé que 98% des auditeurs ignorent son nom, vous l'avez rappelé, Monsieur Steinmeier, on ne sait pas, bon, ce qui prouve la proximité. Bon, le président Steinmeier, il y a quelques mois, il avait été dans une des grandes bases militaires américaines sur le sol allemand, puisqu'il y a des soldats de l'armée américaine sur le sol allemand, et il avait renouvelé de façon la plus officielle qui soit, parce que c'est une autorité morale en Allemagne, le soutien absolu de l'Allemagne aux États-Unis et réciproquement, et que la présence militaire américaine en Europe et de l'OTAN était fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne. Donc Monsieur Macron, un jour il nous dit qu'il est pour une autonomie européenne en matière de défense. Il a même, je rappelle, en 2018, sauf erreur de ma part, signé avec Madame Angela Merkel le traité d'Aix-la-Chapelle, oui, où il faisait quand même des concessions inimaginables, y compris le fait qu'il y ait des ministres allemands qui peuvent venir à des conseils des ministres français, y compris que l'Allemagne a une espèce de condominium sur notre siège permanent au Conseil de sécurité, y compris sur le fait qu'il faut aller vers la convergence de nos armées, y compris, c'était en pointillé, que peut-être un jour on pourrait peut-être voir si on ne peut pas partager non seulement le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, mais également l'armement nucléaire, ce qui pourtant est formellement interdit par le traité de Moscou de 1980. Et donc, il a fait des concessions, et l'Allemagne nous fait des bras d'honneur constamment. Une dernière en date, vous savez qu'il est allé en Chine il y a quelques semaines. Avec Ursula von der Leyen. Qui est une Allemande, ça vous ne l'avez pas oublié, elle a été même ministre de la Défense. Elle était en tant que présidente de la Commission européenne. Oui, mais elle était ministre de la Défense allemande auparavant. Mais quelques mois avant, c'est Olaf Scholz qui était allé en Allemagne. Et, en Chine, pardon. Et Macron avait dit, je pourrais peut-être venir avec vous. Et Olaf Scholz avait dit nein. Il y était allé avec les entreprises allemandes. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme ce qu'on disait jadis de l'URSS, tout ce qui est à moi, et tout ce qui est à vous est négociable. C'est-à-dire que Macron cède tout à l'Allemagne et n'obtient rien en retour. Et juste un mot, on en a parlé, et c'est dit par des observateurs de divers bords, c'est que l'Allemagne a tout fait pour, je ne dirais pas détruire, mais quand même diminuer notre potentiel nucléaire, enfin notre
nos centrales nucléaires, notre énergie nucléaire. Ils ont tout fait. Absolument. Oui, au point que, vous savez, il y a Fabien Bougli qui nous avait révélé qu'au sein de la ministère de la Transition énergétique, il y avait un lobby allemand, une cellule lobbyiste allemande, qui est quand même... Alors, il y a quand même une raison à cela, qui est une raison assez cachée, qu'il faut bien comprendre, c'est que la France fait partie de l'euro, et que nous sommes dans une situation financière absolument tragique, mais vraiment dramatique. Je rappelle qu'en 2007, François Fillon avait dit « Je suis à la tête d'un État » en situation de faillite. À l'époque, l'endettement public de la France, c'était en gros 1500 milliards d'euros. Grâce à Macron, on est passé à 3000. Enfin, il n'est pas le seul, Sarkozy et Hollande. Oui. Mais surtout Macron, puisque depuis qu'il est aux affaires, c'est-à-dire quand il a été ministre de l'économie et surtout depuis qu'il est à l'Élysée, on a fait un bond de 2000 à 3000 milliards. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Allemands ont un pistolet sur notre tempe, c'est que tout ceci peut continuer tant que la Banque Centrale Européenne rachète sur le marché secondaire les obligations du Trésor public français. Donc ça, c'est un... Vous voulez dire que si la Banque Centrale Européenne arrête ça... Ah ben ça veut dire que nous aurons une augmentation phénoménale des taux d'intérêt sur les obligations françaises. Bien sûr. Ça veut donc dire que nous nous sommes mis avec cette monnaie européenne dont personne ne parle. C'est un des grands tabous de la société française, alors même que ça contribue à détruire notre économie. Vous avez vu, le déficit commercial est absolument abyssal. Eh bien, on s'est mis dans la main de l'Allemagne, en définitive. Je rappelle ici que les propos que je tiens, qui vont être considérés comme scandaleux, conspirationnels, je m'en fous, comme vous d'ailleurs. Rappelez-vous qu'en 1978-79, avant les élections européennes de 79, il y a un fameux discours de Jacques Chirac devant les troupes du RPR qui disait justement RPR, ça. d'ailleurs. Oui, qui disait qu'il disait non à une Europe sous domination germano-américaine. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'ont dit les gaullistes et les communistes. Après la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous l'échec de la Communauté européenne de défense de 1954, bien sûr. les gaullistes et les communistes avaient fait alliance contre justement ce qu'ils estimaient devenir une Europe fédérale, était une Europe sous domination américaine. Alors, vous êtes quand même suffisamment connu, François Asselineau, je ne révélerai rien, ce n'est pas que vous êtes pour le Frexit, vous êtes pour la sortie de la France de l'Union européenne, vous êtes contre l'euro. Mais alors, franchement, je voudrais revenir là-dessus. Je sais que vous en avez parlé à moult reprises. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent, oui d'accord, mais on sort de l'euro, comment on sort de l'euro comme ça? C'est la catastrophe. C'est avant le De Gaulle et même Giscard avait la dévaluation du franc. Maintenant, on dévalue quoi? On fait quoi? Comment peut-on sortir seul comme ça de... Alors, vous allez me dire, la Grande-Bretagne l'avait fait, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Parce qu'on dit, voilà, oui, Asselineau, comme d'autres, vous voulez le Frexit, mais vous êtes complètement utopiste, n'importe quoi, etc. Alors, oui, comme d'autres, en tout cas, c'est moi qui ai commencé il y a 16 ans. Ça fait 16 ans que je porte cette croix. Bon. C'est vrai. Et la croix de Lorraine. Oui. Alors, je voudrais, on n'a pas le temps, bien sûr, parce que ça nécessite évidemment du temps. Je voudrais simplement renvoyer vos auditeurs à une conférence une vidéo qui est en ligne, qui s'appelle Le jour d'après, où j'explique par le menu détail comment on peut sortir de l'euro. Le Royaume-Uni avait cet avantage sur nous qu'ils avaient refusé d'entrer dans l'euro, donc il était question de la sortie de l'Union européenne. Alors, s'agissant de la sortie de l'Union européenne, quand j'ai créé l'UPR, donc en 2007, des gens me disaient mais on peut pas. Bon, parce qu'il n'y avait pas de clause de sortie. Ce qui d'ailleurs était, j'expliquais que c'était contraire au droit international public, puisque tous les traités doivent comporter une clause de sortie. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule sur Internet où l'on voit Jacques Attali qui explique devant une foule hilare qu'ils ont veillé à ne pas mettre de clause de sortie, ce qui est contraire au droit. Mais la clause de sortie était réputée exister. C'était difficile à faire comprendre. Oui. Depuis le traité de Lisbonne, qui a été adopté après l'échec de la Constitution européenne, il y a une clause de sortie. Et la victoire du référendum, les Français n'en voulaient pas, voilà, on l'a exactement. fait. Voilà. Donc il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité de l'Union européenne. Alors, les gens vont dire oui, mais c'est la catastrophe, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit pour les Britanniques. Je rappelle que les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne en 2016. On entendait des gens qui disaient mais ça n'aura jamais lieu.
Et puis ça a eu lieu. Alors maintenant, ce que l'on entend, c'est la catastrophe au Royaume-Uni, c'est absolument épouvantable. Alors d'abord, c'est absolument faux. Premièrement, j'ai repris ici quelques chiffres. Par exemple, sur le taux de chômage au Royaume-Uni, il est de 3,9%. Nous, il est de 7,3%. Le déficit commercial au Royaume-Uni, il est de 100 milliards d'euros. Chiffre d'aujourd'hui, ça. Enfin, Oui, de quelques mois. D'accord. Alors, je sais que les chiffres actuellement en France sont un peu trafiqués parce que on fait des sorties de Pôle emploi, mais le taux de chômage est à peu près 50 à 100% inférieur, 50% inférieur à celui de la France. Le déficit commercial au Royaume-Uni, 100 milliards d'euros, ce qui est beaucoup en 2022, mais nous, 164 milliards d'euros. En 2022. Le taux de croissance au Royaume-Uni, 4,1% en 2022. En France, 2,6%. Donc, c'est sûr que le Royaume-Uni n'est pas dans une situation formidable, mais la France, c'est pire. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que la sortie de l'Union européenne, ça ne se joue pas sur quelques mois, ni même quelques années. D'ailleurs, quand on oppose aux européistes les piètres résultats de la construction européenne, ils nous disent mais non, attendez, il faut plus d'Europe. Ça fait 65 ans depuis le traité de Rome, c'est toujours pas assez, il faut attendre encore plus longtemps. Donc si au bout de 65 ans, on ne peut pas porter de jugement sur l'efficacité de la construction européenne, laissons quand même au Brexit quelques années pour voir ce qu'il en est. Mais fondamentalement, la construction européenne, en tout cas c'est ma conviction, ligote la France dans un conglomérat qui vide de sens notre démocratie. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on reste dans un système qui est en train de transformer la France en une démocratie illibérale, comme je le lisais dans le journal Le Temps, le journal suisse qui est très sévère sur les événements d'hier. Jean-François Bayard, un très bon papier. Très sévère, parce que on voit bien par exemple l'affaire des retraites. On va en parler, François Asselineau, parce qu'on va parler justement de la démocratie française. Comment vous la vivez, comment vous la ressentez aujourd'hui et par rapport aux évolutions. Et là, on va revenir aussi à la politique intérieure française après une toute petite pause. À tout de suite. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller François Asselineau. Vous nous appelez au 0826 300 300. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, François Asselineau l'est aussi depuis longtemps et il n'est pas le seul non plus. Vous aussi, auditeurs résistants de Sud Radio, justement, on essaye de décrypter, de comprendre. Après, vous exprimerez vos accords ou vos désaccords. Mais ce qui est important, quand même, François Asselineau, vous avez parlé, donc, vous dites que quand même l'Europe telle qu'elle existe, après on va pas faire refaire l'histoire, ça nous prendrait des heures, mais l'Europe telle qu'elle existe, avec ses règlements, ses lois, etc. Alors moi j'ai une question très précise à vous poser. Aujourd'hui, et je sais que vous serez honnête et j'espère objectif là-dessus, l'Europe, les règlements de l'Europe, à quelle proportion ils sont prioritaires sur les lois françaises? Je veux dire par là que entre la gouvernance européenne, donc de l'Union européenne, je parle, c'est ça, du Parlement, enfin du Parlement, de la Commission européenne, et les lois françaises, alors on a quand même, effectivement, on n'est pas complètement et heureusement dépendante, mais où ça en est de ce point de vue-là? Alors il y a des pourcentages qui ont circulé, il y a des gens qui disent 70%, 80% de nos lois seraient en fait des transpositions des directives européennes. Il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est beaucoup moins, mais ça dépend de ce qu'on appelle une loi. Par exemple, il y a besoin d'une loi pour fixer la délimitation précise entre le Suriname et la Guyane française. Mais quand on parle des lois importantes, des lois stratégiques, on peut considérer que 90% sont d'origine européenne. Par exemple, cette fameuse réforme des retraites, elle est exigée par la Commission européenne depuis des années dans le cadre du rapport sur les les grandes orientations de politique économique. C'est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et depuis quelques mois, elle est demandée par la Commission européenne en échange notamment de ce fameux plan de relance européen qui est une arnaque sans précédent où la France
France, au total, s'endette pour 80 milliards d'euros à donner à la Commission européenne et va recevoir 40 milliards. Donc cette affaire nous coûte 40 milliards. Et les 40 milliards qu'on reçoit, c'est en échange d'un certain nombre de réformes de structure, dont la réforme des retraites. Et ce qui est très important pour les européistes, c'est surtout de ne jamais lâcher le morceau. Vous avez vu M. Thierry Breton qui ment comme un arracheur de dents, qui a dit plusieurs fois en regardant dans les yeux la caméra, l'Europe n'est pour rien dans la réforme des retraites, c'est un mensonge, il y a toutes les déclarations qui sont là pour le montrer. Donc la vérité, c'est que... Et en fait, vous dites l'Europe commande, enfin, oui, exige la réforme des retraites. Oui. Et ça, c'est quand celle même... de sur l'âge aussi, en fonction de l'âge, etc. Alors, il y a des modalités nationales. Oui. Il y a des modalités nationales. C'est pas toujours l'âge précis. Par exemple, on va nous dire qu'il y a des pays d'Europe où l'âge est supérieur, mais la durée de cotisation est inférieure. Nous, on a une durée de cotisation qui est l'une des plus élevées, avec déjà 42 ans, 43 ans. Donc, nous, on va cumuler la durée plus l'âge. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur ce sujet des retraites, comme sur le reste, comme sur la diplomatie, comme sur les vaccins, comme sur la santé, comme sur les réductions budgétaires, etc., c'est que tout ceci vient de l'Europe. Et d'ailleurs, il y avait quand même quelqu'un qui s'appelait Michel Barnier qui avait justement parlé d'un grand secret. C'était il y a déjà une vingtaine d'années, où il avait dit le grand secret, c'est que 70 ou 80% de nos lois sont d'origine européenne. C'est-à-dire, en fait, prises par la Commission européenne, qui est peuplée de technocrates non élus et qui sont... Il y en a 26 sur 27 qui ne sont pas français. Donc c'est la fin de la démocratie. Et les Français, tant qu'ils n'auront pas compris que quand ils votent à droite ou à gauche, au bout du compte, ils ont toujours la même politique, eh bien, on va continuer comme ça. Ça, c'est très important aussi à comprendre. Il y a énormément de Français qui voudraient envoyer tout balader, mais ils veulent envoyer tout balader en restant dans le cercle des responsables politiques qu'on leur présente. Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, Monsieur Olivier Faure. Mais tous ces gens-là, ils sont comme Madame Meloni en Italie. Ils veulent rester dans l'Union européenne. Et vous voyez ce qui se passe avec Madame Meloni. En fait, la montagne a accouché d'une souris. Donc les Français, il faut absolument qu'ils comprennent que tant qu'ils n'auront pas fait le choix dans leur tête, qu'ils n'auront pas assimilé que si moi je propose de sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par xénophobie, par ringardise, c'est tout le contraire. C'est au contraire pour rendre aux Français leur démocratie et qu'il va falloir y passer par là parce que sinon nous allons vers un désastre national d'une ampleur qu'on n'a même pas idée. Mais François Asselineau, je vous pose la question quand même, est-ce que ce n'est pas un peu, parce que vous avez un peu de rancœur d'être quand même, je dois le dire, marginalisé, je ne dis pas sinon marginal, parce qu'il se fait que si la quasi-totalité des politiques, je veux dire des leaders politiques, de partis qui existent, sont, comme vous dites, européistes. Il y a peut-être des raisons. Est-ce qu'ils se trompent tous? Est-ce qu'ils sont tous dans l'erreur et la dérive? Ce sont des lâches. Parce qu'ils savent, toute porte fermée, ils savent que j'ai raison. J'ai eu des témoignages innombrables. Sauf qu'ils savent que si on dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, on est blacklisté de tous les grands médias. C'est la vérité. La vérité, elle est là. Et s'ils savent, et si en plus ils font ce que disait De Gaulle, il faut nommer l'ennemi. Actuellement, qui est le plus grand adversaire de la France? C'est la Russie? C'est le monde arabo-musulman? Non. Qui est-ce qui a détruit Nord Stream? Qui est-ce qui a fait perdre nos contrats de sous-marins en Australie? Qui est-ce qui nous a volé Alstom? Qui est-ce qui nous impose l'idéologie woke, l'idéologie LGBT? Qui est-ce qui peuple notre imaginaire collectif? Qui est-ce qui écoute systématiquement les chefs d'État français, etc.? Je suis désolé, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et c'est eux qui actuellement ont une stratégie sur l'affaire ukrainienne qui consiste en fait à démolir les économies européennes pour notamment nous fourguer leur gaz de schiste et ramasser la mise. Et il est là le problème. Vous voulez dire qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien? Dans un premier temps et ensuite jusqu'au dernier Européen. Parce que la situation de la France, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vos auditeurs se réalisent que notre PIB en matière industrielle s'est tombé à 9% du PIB. On est au niveau de la Grèce. C'est ça le résultat fondamental de l'euro. Et est-ce que vos auditeurs... C'est pas seulement, pardon François, sinon je comprends. Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup aux États-Unis, des choses que j'aime beaucoup moins. Bon, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, et Dieu sait si l'eau du bain est visqueuse. Mais attendez, les États-Unis, pourquoi les hommes politiques européens, pourquoi les leaders, pourquoi les décideurs, pourquoi les élites ne décident pas d'eux-mêmes? Ils sont tous invertébrés, lobotomisés. Regardez, vous avez vu François Fillon?
il est passé, il a eu une audition à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, et il a raconté justement. Maintenant, il peut tout dire. Il est à la retraite, etc. C'est uniquement lorsque les gens sont à la retraite qu'ils commencent à passer à table. C'est François Fillon qui a dénoncé ce que faisaient les Américains. On a eu également Dominique de Villepin, il y a un mois. Il a raconté au moment de l'affaire de la guerre en Irak comment il avait failli en venir aux mains avec le secrétaire d'État américain à l'époque. Vous savez, celui qui avait agité la pseudo-fiole. Colin Powell. Il y a un problème de fond en France, c'est que nos élites actuellement sont tenus et sont promus par des intérêts euro-atlantistes. Donc dire, comme je le dis... La quasi-totalité, vous dites. Mais regardez, vous savez que, par exemple, pour être candidat à l'élection présidentielle avec les bonnes fées médiatiques qui se penchent sur votre berceau, il faut cocher des cases. Il faut être pour l'Europe, pour l'euro, pour l'OTAN, pour l'Ukraine contre la Russie. Il faut être aussi un young leader de la French American Foundation. C'était le cas de François Hollande. C'est le cas de Macron. C'était le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est le cas d'Édouard Philippe. Donc, on a l'impression que bientôt, ça sera peut-être le cas de Bardella, qui d'ailleurs maintenant s'est rallié à l'Ukraine contre la Russie. Donc, vous voyez, en fait, les Français élisent en fait des marionnettes. Et tant que les Français n'auront pas compris ça, on va continuer dans cette direction. Alors je vous laisse la responsabilité de dire s'ils sont tous des marionnettes ou les young leaders. En tout cas, on en parle et on va parler un peu de la démocratie dans notre cher et doux pays. Est-elle toujours entièrement démocratique ou illibérale, comme disent certains ? Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission et interpeller François Asselineau. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec François Asselineau, nous continuons à parler et de l'Europe et de la France, bien sûr, et de ce qui se passe. Alors, juste un mot sur la démocratie. On parle beaucoup de démocratie, alors... faut pas non plus, tous les gens qui hurlent à la dictature, il faut un peu sourire, c'est le moins que l'on puisse dire. On n'est quand même pas en Corée du Nord, ni en Chine avec le crédit social. En tout cas, j'espère qu'on ne sera jamais là. Mais quand même, on parle beaucoup, et vous avez cité cet article du Temps, du journal suisse Le Temps, de Jean-François Bayard, très intéressant, sur la démocratie illibérale que serait, selon lui, serait devenue la France. Vous êtes d'accord, François Asselineau ? Bien sûr. Moi, comme vous, j'ai connu la France d'avant. C'était un pays, si vous voulez, où il y avait une éthique démocratique. On n'imagine pas un président de la République française célébrer le 8 mai dans des avenues qui ont été entièrement vidées des badauds. D'ailleurs, je pense que M. Macron se trouve maintenant devant une situation qui est une impasse terrible. Parce que dès qu'il sort ou l'un de ses ministres, ça va continuer comme ça jusqu'à quand ? Pendant encore 4 ans ? Non, il y a un véritable problème. Le problème de fond, c'est que Macron ne connaît pas la Constitution française. Il a dit l'autre jour que la démocratie, c'était faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Non, ça, c'est pas de la démocratie, ça. Parce qu'il y a tous les dictateurs du monde pourraient dire, lorsque Hitler écrit Mein Kampf, il avait dit ce qu'il allait faire et puis il a fait ce qu'il avait dit. Donc c'est pas de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir en grec. Et c'est écrit dans notre Constitution. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais. Monsieur Macron considère qu'à partir du moment où il a été élu une fois tous les 5 ans, dans des conditions sur lesquelles il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, des conditions de manque de fair-play à l'égard des autres candidats, enfin je passe, mais à partir du moment où il aurait été élu, il aurait été comme une espèce de monarque de droit divin qui fait ce qu'il veut sans contrôle d'aucune sorte, en ayant neutralisé tous les corps intermédiaires. Mais c'est pas ça. Là, quand on dit gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est pas une fois tous les 5 ans, c'est tous les jours. Et donc la Constitution française a prévu, comme d'ailleurs dans toutes les démocraties, qu'un peuple peut changer d'avis entre 2 consultations électorales. C'est le peuple qui décide. Qu'il décide de changer d'avis 6 mois après une consultation ou 2 ans, c'est de toute façon lui qui décide. Et donc il y a dans toutes les démocraties des procédés, des procédures qui permettent tenir compte. Excusez-moi, François Asselineau, quand vous dites il décide, oui, mais si le peuple veut changer tous les 3 mois, on va revenir à pire que la 3e République. La 4e République, oui. Ou de la 4e, oui, mais là, on est quand même dans une situation sur l'affaire de la réforme des retraites où il crève les yeux que l'écrasante majorité des Français, surtout des actifs, est contre cette loi. Donc M. Macron n'est pas
n'a pas la légitimité pour imposer quelque chose contre la volonté du Sauf peuple que français. la Constitution lui donne le droit. Non, justement, la Constitution prévoit le référendum et la dissolution. Lorsque De Gaulle s'est trouvé confronté, à partir du 13 mai 1968, à une grève générale, il a mis 17 jours avant de se résoudre à faire demander au peuple de trancher, puisqu'il y avait un différend entre lui et les manifestations. Donc, oui, c'est pour ça que ça existe pour ça, les référendums ou la dissolution. C'est que lorsqu'il y a un conflit béant, qui n'arrive pas tous les 4 matins, c'est pas vrai. Non, là, on a un conflit béant. Lorsqu'il y a un conflit béant, le chef de l'État, son devoir, c'est de demander au peuple de trancher. C'est ce qu'a fait De Gaulle le 30 mai, quand il a dissous l'Assemblée nationale, Tout à fait. 17 jours après. Nous, on a eu la première manifestation immense sur les retraites, après des semaines et des semaines de protestation, le 19 janvier. Si Macron s'était comporté comme De Gaulle, 19 janvier plus 17 jours, c'était le 5 février, il aurait dû dissoudre. Nous voici maintenant le 9 mai, ça fait bientôt 4 mois, et on ne voit pas la possibilité de sortie, puisque Macron s'entête. En fait, Macron veut se payer le peuple français. Il veut faire plier le peuple français. C'est ça qui l'habite. Et maintenant, on n'est plus dans la réforme des retraites. Je crois que maintenant, c'est autre chose. C'est un combat entre le Macron et 80% des Français. Les Français veulent faire mordre la poussière à Macron. Et Macron veut faire mordre la poussière au peuple. Il est là. On est dans un conflit de politique, une crise politique extrêmement grave. J'ai envie de les emmerder. Oui, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, lorsque vous avez un Français là qui a mis Macron nous emmerde, vous avez vu, la maréchaussée a débarqué là-dedans. D'ailleurs, c'est triste parce que j'ai entendu, il a été interviewé sur BFM TV, ce monsieur, et il a dit pourtant j'avais voté Macron parce que je pensais qu'il fallait lui donner sa chance. Et là, je voudrais indiquer ici à tous les auditeurs qui m'écoutent, pourquoi il y a tant de Français qui ont dit il faut donner sa chance à Macron? Parce qu'ils avaient été mis en conditionnement par les grands médias. Pourquoi les grands médias n'ont pas dit qu'il faudrait donner sa chance à Asselineau? Parce que moi, je m'attaque de front aux intérêts financiers de l'oligarchie. Parce qu'au bout du compte, derrière tout ça, il y a quand même ce phénomène qu'en France, on a, vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai dit, la France a cette particularité d'avoir moins de 1% de la population mondiale et d'avoir l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde. Tous les économistes savent, c'est Bernard Arnault dans un cas et Madame Bettencourt-Meyers dans l'autre cas, l'héritière de L'Oréal. Donc, tous les économistes savent, ça a été dit, que les ultra-riches sont dans une situation de paradis fiscal en France. Ça ne va plus. Pas seulement en France, vous savez. Mais quand même en France. Mais vous n'allez pas réduire l'opposition, enfin, il faut quoi? Ces ultra-riches, ces pelés, ces galeux d'où nous viennent tout le mal? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rétablir, le peuple français a soif de justice sociale. Et le peuple français... Donc il faut des référendums ou des dissolutions. Mais bien sûr. Mais vous savez, j'ai vu là une statistique qui est sortie récemment. Si on accepte les référendums sous le nazisme ou sous le communisme, etc., en Europe, j'ai vu une statistique qui a montré qu'il y a eu 19 référendums depuis 2 siècles. Il y en a eu 680 en Suisse et 74 en Italie. On n'a pas de culture du référendum et il faut aller vers plus de alors que c'est dans la Constitution, comme vous dites. Alors que c'est dans ça la vaut la représentation parlementaire. Mais bien sûr, puisque c'est le peuple qui décide. Ça n'est pas M. Macron. Il n'est pas le roi de France. Il n'est pas monarque absolu. Il doit être le représentant du peuple. C'est ça qu'il est. Mais alors, François Asselineau, avant de donner la parole aux auditeurs et aux résistants de Sud Radio, et ils sont très nombreux, de plus en plus nombreux, et je voulais les en remercier. Comment faire que secouer le fait que s'ils disent oui, mais enfin, on ne peut rien faire. Regardez, la plupart des gens, il y a eu le référendum, etc. La plupart des gens disent oui, on s'est assis sur le référendum en 2005, vous le savez mieux que personne. Et puis voilà, à quoi ça sert de voter, à quoi ça sert tout ça. Ça, c'est pour les abstentionnistes, mais il y en a de plus en plus, on le sait. Et puis pour les autres, ils ne savent pas très bien à quel sein se vouer. Comment faire pour sauver ça? Déjà, il faudrait, alors c'est pas forcément
à vos auditeurs, parce que je pense que vous avez, par votre personnalité, le succès de votre émission, vous avez des auditeurs qui sont particulièrement éveillés politiquement. Mais malheureusement, pour vous, ça n'est pas toute la France. C'est Il y a clair, énormément de Français qui se contentent du prêt à voter qu'on leur donne sur TF1 ou sur BFM. Donc il faut que les Français fassent preuve d'esprit de curiosité, qu'ils aillent, par exemple, sur le site de l'UPR, où j'ai un programme que je présente depuis des années, qui va bien au-delà de la sortie de l'Union européenne. J'ai vu des gens qui disent « Ah mais lui, il a que ça à la tête ». Non, non, non. J'avais le programme le plus détaillé de tous les candidats, sauf qu'on ne le présente pas. Et je voudrais dire encore autre chose, si vous me le permettez, sur la question européenne. C'est que il y a un grand malaise, en fait, sur l'Europe. C'est que vous avez... L'Europe, elle a été construite dans les années 50 sous deux influences. D'une part, le Vatican, et les partis démocrates chrétiens, Robert Schuman, Alcide de Gasperi en Italie, Adenauer en Allemagne, etc. Et puis d'autre part, les États-Unis d'Amérique. Et tant que l'URSS existait, les deux forces convergeaient vers la même situation. La guerre froide. Depuis l'effondrement de l'URSS, les deux ont divergé, puisque désormais les États-Unis ont pris le pas, imposent d'ailleurs des valeurs comme les valeurs woke, LGBT, qui sont, excusez-moi de le dire, le contraire même des évangiles. Et l'Église catholique, depuis Vatican II, a beaucoup perdu de son poids, de sa valeur. Et on est dans cette situation extraordinaire. Je vous ai apporté un petit cadeau. Dites-moi. Voilà, dites-moi. Je vais vous le faire. Je le montre à l'antenne. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on va le voir. Oui, c'est une neuvaine au serviteur de Dieu Robert Schuman. C'est disponible en ligne par le diocèse de Metz. Et vous y apprenez que pendant 9 jours... La neuvaine, c'est qu'il faut faire 9 jours de prière. Voilà, c'est bien et une prière différente tous les jours, notamment pour cet artisan de la paix. Pour Robert Schuman. Oui, parce qu'en attendant sa canonisation, pour le 9 mai 1950, et il présente la construction européenne comme une œuvre de paix. Lorsque je vois que Thierry Breton essaye d'unifier la fabrication des obus et était en train de nous entraîner avec d'autres dans un conflit avec la première puissance nucléaire mondiale, la Russie, ça me fait grincer les dents. Donc ça, c'est quoi? Ils veulent... En fait, c'est l'Europe catholique qui rend... Et ce débat que je mets sur la table, il est très important parce que, regardez ce qui s'est passé en Hongrie il y a 2-3 jours. On a vu Viktor Orban réunir autour de lui ce que les médias appellent l'extrême droite. On a vu pour la France M. Bardella qui est pour l'Europe, Mme Marion Maréchal qui est pour l'Europe, et qui défendent en fait une Europe chrétienne. C'était le projet de Pie XII de 1950. D'ailleurs, le drapeau européen, c'est un drapeau marial, c'est la Vierge de l'Apocalypse. Et par ailleurs, il y a à l'autre bout de l'échelle les partisans de l'Europe telle qu'elle se bâtit, qui est une Europe qui favorise... Otanienne. Pas seulement, qui favorise aussi les valeurs LGBT, la woke culture, et qui favorise... Alors, on est face à une contradiction insurmontable, en fait, y compris d'ailleurs, ça a été reproché, la Commission européenne qui subventionne des organismes qui sont proches des frères musulmans, etc. On est devant une contradiction insurmontable sur l'objet même du projet. Oui, enfin, et vous me permettrez de conclure pour les historiens que ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'on retrouve un conflit entre 3 acteurs qu'on a connu tout au long du Moyen-Âge et à l'âge classique. D'une part, les partisans de la papauté, ici le Vatican, d'autre part les partisans du Saint-Empire romain germanique, ici les États-Unis et l'Allemagne, et enfin le roi de France, de Philippe le Bel à Louis XIV, qui, comme disait Philippe le Bel, voulait être empereur en son royaume, et qui rejetait et le pape et le Saint-Empire pour avoir une France qui soit souveraine et indépendante. Comme quoi l'histoire continue, demeure, il faut toujours se replonger dans l'histoire. On va recevoir tout de suite les auditeurs de Sud Radio, Lucien. Oui, vous nous appelez au 0826 300 300. On a le plaisir d'accueillir Jamel de Château-Renard. Bonjour Jamel. Bonjour Jamel. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Asselineau, c'est un plaisir immense et un honneur incomparable. Je voudrais vous demander, Monsieur Asselineau, vous aviez évoqué 65 ans de recul sur l'UE et qu'on pouvait effectivement s'interroger sur son efficacité, en tout cas s'interroger sur l'UE. Je pense aussi qu'on a 234 ans de recul sur la démocratie représentative. N'est-il pas aussi l'occasion de s'interroger dessus? Un de ces deux combats, vous me comprenez, un de ces deux combats n'englobe-t-il pas l'autre? Est-ce que le problème de l'UE n'est pas vraiment la démocratie représentative qui l'a mis en place? Et je me demande également, et je vous demande également, quelle solution avons-nous? Parce que le référendum
n'est-il pas une façon de demander à nos preneurs d'otages si nous avons le droit de nous libérer? Effectivement, Monsieur Berkoff, vous avez raison, nous ne sommes pas en dictature. Y allons-nous? Vous parliez de cynisme il y a quelque temps. Effectivement, l'horreur prend des habits de bienveillance. Et vous donnez la parole à des voix dissidentes. Et je tiens à préciser que je suis autodidacte, je ne me compare pas à Ramanujan, mais j'ai une approche singulière. Et s'il existait une possibilité de redonner le pouvoir au peuple pacifiquement, est-ce que cette voix qui n'est entendue nulle part et dont on ne veut pas, qui est peut-être un peu trop précoce, trop en avance, est-ce que cette voix mériterait d'être entendue? Jamel, est-ce que ça mériterait le débat on vous a entendu. On vous a entendu. Je voudrais que François Asselineau réponde brièvement parce que nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. Alors, si je comprends bien, quand il parle de 234 ans, il fait allusion à 1789. Donc, alors c'est un débat infini, dont on n'a pas le temps. J'essaierai de conclure de répondre d'une façon très très brève. Les meilleures institutions du monde dépendent fondamentalement de la qualité des hommes qui les appliquent. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pareil, on dit la même chose d'ailleurs de l'Église, c'est une œuvre de Dieu mise dans la main des hommes. Et ben c'est pareil pour les institutions. Les institutions françaises, ça peut être le meilleur comme le pire. Et il en est de la même façon. Par exemple, on a vu là le sacre de Charles III, c'est vrai que ça paraît extraordinairement désuet, un petit peu ringard, mais d'un autre côté, c'est une marque d'identité dans laquelle se retrouve une partie du peuple britannique, pas tous, mais il n'en demeure pas moins que le Royaume-Uni reste quand même une grande démocratie. La Suisse est une très grande démocratie. Donc, j'ai, dans mon programme présidentiel, j'avais présenté des propositions. On peut singulièrement améliorer, je pense, un certain nombre de choses dans la Constitution française actuelle. On en reparlera. Lucien. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Vous avez la parole au 0826 300 300, vous nous appelez. On ira en Corrèze avec Louis. À tout de suite sur Sud Radio. Français, je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec François Asselineau, le président fondateur de l'UPR. Et vous avez la parole pour l'interpeller au 0826 300 300. On va en Corrèze avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Bonjour André, merci de nous permettre de parler à Monsieur Asselineau et tout notre soutien dans la résistance face à l'oligarchie, parce qu'on a besoin de vous. Vous savez, on a vraiment besoin de vous dans ce pays. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Asselineau. Je suis très heureux de vous la poser en ce jour de l'Europe, parce qu'il nous faut aussi l'UPR pour faire la fête de l'Europe. Et ma question concerne la Cour européenne des droits de l'homme et l'espace Schengen. Vous parliez du drapeau Marial, Monsieur Asselineau, et ce drapeau est exactement le même pour le Conseil de l'Europe que pour l'Union européenne. Alors, est-ce que de facto, il ne faudrait pas dénoncer la Cour européenne, la Convention européenne des droits de l'homme qui a été ratifiée par Alain Power en 1974 sans aucun débat démocratique, alors que Foyer disait en Conseil des ministres au général de ne pas la ratifier eu égard au relèvement de souveraineté qui en découlait. Et ne faudrait-il pas aussi sortir de l'espace Schengen, étant donné que le Schengen a été intégré au traité européen. Et voilà. Alors, Louis, merci. Alors, merci. Alors déjà, je félicite cet auditeur, d'abord pour les propos aimables qu'il a tenus, mais aussi, il est le témoignage de ce que de plus en plus de Français, je le vois sur le terrain, commence à bien comprendre des mécanismes assez compliqués, mais qui sont les mécanismes de notre asservissement. Parce que je l'ai dit depuis 16 ans, le plus grand génie de la construction européenne, c'est que c'est compliqué et emmerdant. Alors, et donc les gens ne veulent pas s'y intéresser. Allons-y. Alors, il pose deux questions très intéressantes. La première, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme n'a aucun rapport avec les traités européens. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, effectivement, ils ont quasiment le même drapeau. Troisièmement, dans mon programme politique, j'avais proposé justement la dénonciation de toute une série de clauses de la Cour européenne des droits de l'homme, qui d'ailleurs, et c'est un secret de polichinelle, puisqu'il y a eu un rapport, ça a même été repris par le journal Le Figaro, est infiltré désormais par des proches de George Soros et de l'Open Society. On l'a dit, donc, on a eu un rapport dessus. Donc il y a maintenant la Cour européenne des droits de l'homme, et je pense qu'il a à l'esprit effectivement des positions qui ont été prises, qui sont des positions très politiques, sur notamment les questions migratoires.
Le deuxième point, c'est sur l'affaire de Schengen. Oui, je suis d'accord avec lui. Je l'ai dit depuis des années. Il y a 3 articles, notamment l'article 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui en fait ligotent les pays de l'Union européenne et qui les empêchent d'avoir les marges de manœuvre pour maîtriser notre immigration. Moi, je ne suis pas anti-immigré, mais je comprends qu'il y a en France maintenant un mouvement très majoritaire de gens qui disent ça suffit, il y en a trop, maintenant c'est notre identité nationale. Et ça, on est des démocrates, c'est le peuple qui a raison, donc il faut appliquer ce qu'il y a le peuple. Et ce que je regrette, c'est que il y a des enfumeurs professionnels, excusez-moi de faire un petit peu de politique, mais je vise notamment M. Zemmour, notamment Mme Le Pen ou M. Bardella, qui prétendent lutter contre l'immigration clandestine, qui se frite. Monsieur Darmanin, c'est pareil, il se frite avec Madame Meloni en Italie en disant vous savez pas gérer vos problèmes migratoires. Mais aucun de ceux-là ne disent que tant qu'on reste dans l'Union européenne, or ils ne veulent pas en sortir, tant qu'on reste dans l'Union européenne, on est obligé d'appliquer l'article 67, qui est un article extraordinaire. L'Union européenne assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je connaissais des traités. L'Union européenne assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures. D'habitude, quand vous avez des traités, c'est assure des contrôles. Non, là, c'est assure l'absence de contrôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un entre en Italie, il vient en France directement sans aucun problème. Donc déjà, il faut rétablir. De toute façon, on n'y échappera pas. Pas seulement sur les questions migratoires, sur des questions industrielles, sur des questions de niveau de vie. On n'échappera pas à la question que la France est en train de s'appauvrir parce que nous sommes mis sans aucune protection en concurrence avec des pays qui comptent des milliards d'êtres humains. Vous voyez que l'Inde vient de dépasser la Chine d'ailleurs, et dont le niveau de vie est très très inférieur. Donc c'est le phénomène des vases communicants. Si on continue comme ça, la France va progressivement, du moins les classes moyennes françaises vont atteindre le niveau de vie de la classe moyenne indienne. Merci beaucoup, Louis. Vous parliez de référendum, monsieur Asselineau. Les Pays-Bas, un député aux Pays-Bas a déposé aussi une initiative pour une votation qui doit être votée par la Chambre haute encore. Oui, Louis, on va arrêter là parce qu'il y a plusieurs auditeurs mais on va refaire des émissions avec François Asselineau et avec vous, bien sûr. Merci beaucoup, Louis. On va en Gironde avec Martine. Bonjour, Martine. Bonjour. Oui, bonjour, alors Martine. voilà. Alors félicitations à André Berkoff. On adore son émission. Merci aussi à Monsieur François Asselineau. Voilà. En fait, oui, Monsieur Asselineau. Eh bien, moi, aux dernières élections, je scrutais vos 100 signatures. Voilà, parce que j'étais prête à voter pour vous. Et on a été bien déçus de se rendre compte que malheureusement vous n'avez pas eu vos signatures. Et ce que je voulais vous demander, parce que en fait, moi je ne suis pas une personne qui est souvent fait la grève ou manifesté pendant ma vie professionnelle. Je suis retraitée depuis 2015. Mais à partir du moment où le Covid est arrivé, les confinements, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait grave manipulation. Et n'ayant jamais étudié la géopolitique, eh bien, je me suis mise à regarder un petit peu partout, à m'informer, etc. J'ai découvert tout ce qui se passe. Et voilà comment j'ai découvert également votre parti et vous-même. Oui. Voilà. Alors, ma question, c'est comment faire pour avoir vos 100 signatures, monsieur Asselineau? Alors, merci madame. Au moins dans 4 ans. Merci madame pour votre soutien. Alors déjà, c'est pas 100 malheureusement, c'est 500. Deuxièmement, j'avais réussi à les avoir en 2017. Là, en 2022, il s'est passé toute une série de traquenards dont j'ai été victime, y compris des gens qui sont intervenus. Je vais pas citer des noms, je ne veux pas entretenir une polémique, mais demandant, y compris dans les milieux souverainistes, j'entends, pour que je n'ai pas mes parrainages. Ah, la concurrence, concurrence. Bien sûr. Et puis aussi, n'oublions pas le rôle incroyable joué par Bayrou. Bayrou qui s'est attribué un pouvoir totalement inconstitutionnel, qui a été de collationner des signatures de maires en blanc et de les attribuer selon son bon vouloir. Je l'ai eu 2 fois au téléphone, François Bayrou, et il m'a dit oui, vous comprenez, etc. C'était quasiment j'hésite. En fait, il a donné des quantités de parrainage à Poutou pour avoir un deuxième candidat trotskiste, à part Madame Nathalie Arthaud, et moi, non. C'est-à-dire que celui qui eût été le seul porte-parole
de la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, conformément à 1500 ans d'histoire de France, n'a pas eu le droit à la parole. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner, à tous les auditeurs. Premièrement, informez-vous. Deuxièmement, allez sur notre site upr.fr, regardez notre programme, écoutez mes émissions, mes vidéos, qui font d'ailleurs des centaines de milliers de vues, et diffusez-les autour. Et puis décidez en toute indépendance. Et décider en toute indépendance. Et enfin, le moment venu, il faut se mobiliser pour aller chercher les parrainages. Voilà. Et je pense que, vous savez, actuellement, on a énormément de gens qui nous rallient parce que, pour une raison simple, depuis que j'ai créé l'UPR, on m'a toujours objecté, en fait, 2-3 choses. On m'a dit, oui, vous avez raison, l'Europe c'est le dictatorial, mais bon, c'est pas grave, l'Europe c'est la paix. Deuxièmement, l'Europe c'est la liberté. Et troisièmement, l'Europe, c'est le niveau de vie et la prospérité. Mais vous avez expliqué que c'était pas ça. On constate que c'est fini. L'Europe, c'est la guerre, l'Europe, c'est la dictature, et l'Europe, c'est l'appauvrissement. En tout cas, vous vous êtes exprimé ici, et vous vous exprimez encore. En tout cas, si Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, Monsieur Bardella et autres veulent répondre, quelle est leur conception de l'Europe, ils sont évidemment les bienvenus. Et effectivement, c'est un horizon incontournable. On en parlera encore. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous appeler. Merci beaucoup à François Asselineau, président fondateur de l'UPR. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl.